Mon père n'a pas crié. C'était la pire partie. Il a juste levé son verre de vin comme s'il s'apprêtait à porter un joli toast. Toute la pièce est devenue silencieuse. Il m'a regardé droit dans les yeux par-dessus la dinde de Thanksgiving. « Tu es une ratée, Avery » a-t-il dit. Sa voix était stable et froide. « Va vivre dans la rue. C'est là que tu appartiens. » J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai regardé ma mère, Diane. Elle ne m'a pas défendu. Elle a juste fixé son verre de vin et a bu une lente gorgée. Elle faisait semblant de ne pas l'entendre. À côté d'elle, ma sœur Brooke a couvert sa bouche avec une serviette pour cacher un sourire. C'était la fille parfaite. J'étais la honte de la famille. Ils pensaient que j'étais fauché. Ils pensaient que j'étais inutile. Ils n'avaient aucune idée que j'avais gagné 25 millions de dollars l'année dernière. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé, j'ai posé ma serviette sur la table et je suis sorti par la porte d'entrée. L'air de la nuit était glacial, mais je ne sentais pas le froid. Je sentais autre chose. Je sentais que c'était fini. Il voulait que je parte. Très bien. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Je me suis éloigné de la maison de mes parents dans ma voiture de location. C'était une berline bon marché. Je louais toujours des voitures bon marché quand je leur rendais visite. Je ne voulais pas qu'ils sachent la vérité. Je serrais le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. La voix de mon père résonnait encore dans mes oreilles. Va vivre dans la rue. Il ne l'a pas seulement dit, il le pensait. Il m'a regardé avec un dégoût total. J'ai pris l'autoroute et j'ai poussé un long soupir. Je n'ai pas pleuré. J'avais arrêté de pleurer pour ma famille il y a des années. Les larmes ne marchaient pas sur eux. Les larmes ne faisaient que me faire paraître faible à leurs yeux. Et dans la famille Collins, être faible était le pire péché de tous. Mais être intelligente n'était pas une vertu non plus. Pas pour moi. J'ai pensé à ma sœur Brooke. Elle avait 2 ans de moins que moi. Dès le jour de sa naissance, elle a été la princesse. Elle était blonde, pétillante et bruyante. Elle exigeait de l'attention, et mes parents la lui donnaient librement. Je me suis souvenu d'un dimanche matin quand j'avais 10 ans. J'étais assise à la table de la cuisine en train de lire un livre épais sur les ordinateurs. Je l'avais trouvé à la bibliothèque. J'étais fasciné par le fonctionnement des machines. Je voulais en parler à mon père. « Papa », ai-je dit. « Savais-tu que les ordinateurs parlent en 1 et en 0 ?» Il n'a pas levé les yeux de son journal. « C'est bien, Avery. Fais moins de bruit, par contre. Ta mère dort. » 5 minutes plus tard, Brooke a couru dans la cuisine. Elle portait un diadème en plastique et un tutu. Elle tournoyait en rond, renversant une chaise. « Regardez-moi. Regardez-moi. » a-t-elle crié. Mon père a posé son journal immédiatement. Il a souri. Ses yeux se sont illuminés. « Regardez ma belle ballerine », a-t-il dit. Il l'a soulevée et l'a fait tournoyer. Ils ont ri ensemble. Je suis retourné à mon livre. J'ai appris une leçon ce jour-là. Le bruit attire l'attention. Le travail silencieux est ignoré. Ce schéma ne s'est jamais arrêté. Il n'a fait qu'empirer à mesure que nous vieillissions. Brooke était la star sociale. Elle était populaire au lycée. Mes parents allaient à tous ces matchs de pom-pom girl. Ils prenaient des centaines de photos. Notre cheminée était couverte de photos encadrées de Brooke. Brooke avec des pompons. Brooke au bal de promo. Brooke gagnant un prix du meilleur sourire. Il n'y avait aucune photo de moi. J'étais la bizarre. Je passais mon temps au laboratoire informatique. J'ai rejoint le club de codage. Je me fichais du bal de promo ou de la popularité. Je me souciais de construire des choses. Je me souciais de l'avenir. Ma mère, Diane, détestait ça. Elle voulait une fille qu'elle pouvait exhiber au country club. Elle voulait une version miniature d'elle-même. Brooke était cette version. J'étais une déception. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?
me demandait maman. Elle attrapait mes vêtements. Tu t'habilles comme un garçon. Tu ne portes jamais de maquillage. Tu nous fais honte. J'ai eu que des A ce semestre, lui ai-je dit une fois. Les notes ne t'apportent pas un mari, Avery, a-t-elle répondu. Elle s'est retournée vers Brooke et a commencé à discuter de ses rendez-vous, alors j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. Je suis passé dans la clandestinité. Je suis devenu la tempête silencieuse. Quand je suis allé à l'université, j'ai obtenu une bourse complète. Mes parents n'ont pas eu à payer un centime. On pourrait penser qu'ils seraient fiers. Au lieu de cela, ils étaient soulagés. Cela signifiait qu'ils pouvaient dépenser leurs économies universitaires pour Brooke. Brooke est allée dans une université privée. Elle a étudié le marketing de la mode. Elle n'étudiait pas vraiment, cependant. Elle faisait la fête. Elle a rejoint une sororité. Elle appelait à la maison chaque semaine pour demander de l'argent. Et chaque semaine, mon père faisait un chèque. Elle se cherche, disait papa. Je travaillais 3 emplois tout en étudiant l'informatique. Je travaillais à la bibliothèque. Je réparais des ordinateurs pour les étudiants. Je mangeais des nouilles instantanées tous les soirs. Pendant ma dernière année, j'ai eu une idée. J'ai vu comment les entreprises perdaient du temps sur des tâches simples et répétitives. J'ai écrit un logiciel. C'était simple au début. Il automatisait la saisie de données. Je l'ai appelé The Loop, la boucle. Je n'en ai parlé à personne. Je l'ai juste mis en ligne. Au début, quelques personnes l'ont téléchargé. Puis quelques centaines. Puis une entreprise de la Silicon Valley m'a contacté. Ils voulaient obtenir une licence. J'ai gagné $50 000 en une semaine. J'avais 21 ans. Je me souviens avoir fixé l'écran de mon compte bancaire. Je voulais appeler mes parents. J'ai décroché le téléphone. J'ai composé le numéro. Allô, a répondu ma mère. Elle avait l'air stressée. Maman, j'ai une excellente nouvelle, ai-je dit. Pas maintenant, Avery, a-t-elle claqué. Brooke a encore accidenté sa voiture. Nous devons payer la franchise d'assurance. C'est un cauchemar. Nous sommes tellement à court d'argent. Je me suis figé. Si je leur disais que j'avais de l'argent, ils ne me féliciteraient pas. Ils le prendraient. Ils me demanderaient de payer pour la voiture de Brooke. Ils me demanderaient de payer le loyer de Brooke. Mon travail acharné deviendrait juste le filet de sécurité de Brooke. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Bonne chance. J'ai raccroché. Je ne leur ai jamais dit. C'était il y a 10 ans. Au cours de la dernière décennie, The Loop a grandi. J'ai construit plus d'outils. J'ai lancé une entreprise. Je n'ai pas embauché une grosse équipe tape à accent grave l'œil. Je l'ai gardée légère. Je travaillais depuis mon ordinateur portable. Je parcourais le monde, mais je restais discrète. Je ne faisais pas d'interview. Je ne mettais pas mon visage sur des magazines. J'utilisais un nom d'entreprise générique. Ma richesse a grandi tranquillement comme un arbre aux racines profondes. Pendant ce temps, Brooke a obtenu son diplôme et a essayé de lancer une boutique. Mes parents l'ont financée. Elle a échoué. Elle a essayé de devenir influenceuse. Mes parents ont payé ses voyages. Ça a échoué. Elle est revenue vivre à la maison, puis a déménagé, puis est revenue. Elle avait 30 ans maintenant, et elle agissait toujours comme une adolescente. Et j'avais 32 ans, traitant mes parents comme des parents éloignés. Je leur rendais visite pendant les vacances par obligation. Je jouais le rôle qu'ils avaient créé pour moi. Je m'habillais avec des vêtements simples. Je louais des voitures bon marché. Je leur disais que je faisais de la réparation informatique en freelance. Ça collait à leur récit. Pour eux, j'étais la nerd asociale en difficulté. Ça les faisait se sentir mieux. Si j'étais une ratée, alors Brooke ne paraissait pas si mal en comparaison. Mais ce Thanksgiving, quelque chose avait changé. Le ressentiment dans la maison était épais. La dernière entreprise de Brooke, une boutique de revente de bijoux haut de gamme, était en train d'échouer. Mes parents étaient stressés par l'argent. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils avaient besoin de quelqu'un sur qui taper.
Alors, Mark Collins, mon père, a décidé de me mettre à la porte. Je me suis engagé sur l'autoroute, direction nord vers Seattle. Les lumières de Portland s'estompaient derrière moi. Tu es une ratée. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Mes yeux étaient secs. Mon visage était calme. J'ai touché la doublure en soie coûteuse de la poche de mon manteau. À l'intérieur se trouvait mon téléphone. Sur ce téléphone se trouvait mon application bancaire. Je n'étais pas une ratée. J'étais une forteresse. Et il venait de s'enfermer dehors pour de bon. 3 jours plus tard, j'étais de retour dans ma vraie vie. Mon appartement est au dernier étage de la tour Prescott au centre-ville de Seattle. Il a des bails vitrés du sol au plafond. De mon salon, je peux voir la Space Needle et l'océan. Les sols sont en marbre chauffant. Les meubles sont en cuir italien. C'est calme ici. Ça sent l'espresso frais et la pluie. Je me tenais près de la fenêtre tenant une tasse de café chaud. Je regardais les minuscules voitures bouger dans la rue en bas. C'était étrange. Il y a 3 jours, je mangeais de la dinde sèche et on me disait d'aller vivre dans la rue. Maintenant, je me tenais dans un pantouse qui coûtait 4 millions de dollars. Le contraste me donnait le tournis. Mon téléphone a vibré sur l'îlot de cuisine. Je me suis approché et j'ai regardé l'écran. C'était Lauren Pierce. Lauren était mon seul lien avec mon ancienne vie. Nous avons grandi dans la même rue. Elle était la seule personne qui connaissait la vraie moi, bien que même elle ne connaissait pas toute l'étendue de ma fortune. Elle savait que je réussissais, mais elle ne savait pas que j'étais riche. J'ai glissé l'écran pour répondre. « Salut, Lauren », ai-je dit. « Avery », a-t-elle dit. Sa voix semblait étrange. Elle était basse et hésitante. « Est-ce que tu vas bien ?» J'ai froncé les sourcils. « Je vais bien. Je suis de retour à Seattle. » Pourquoi? Lauren est restée silencieuse un moment. Je pouvais l'entendre respirer. « Avery, je suis allée à l'église ce matin », a-t-elle dit. « Tes parents y étaient. Et Brooke. »« D'accord », ai-je dit. « C'est normal. » « Non, Avery. Ce n'était pas normal. » Elle a fait une pause. C'était le moment des demandes de prière. Ta mère s'est levée. J'ai senti un picotement froid dans ma nuque. Ma mère adorait le drame des demandes de prière. C'était sa façon préférée de commérer tout en prétendant être sainte. Qu'est-ce qu'elle a dit, Lauren? Elle a demandé à la congrégation de prier pour toi, a dit Lauren. Elle pleurait. Avery, de vraies larmes. Elle a dit à tout le monde. Elle a dit à tout le monde que tu es sans abri. J'ai serré le téléphone plus fort. Elle a dit quoi? Elle a dit que tu vis dans ta voiture, a continué Lauren. Elle a dit que tu as refusé leur aide. Elle a dit que tu as une sorte de dépression nerveuse. Elle a laissé entendre que tu pourrais te droguer. Elle a dit qu'ils ont essayé de te donner de l'argent, mais que tu leur as jeté au visage et que tu t'es enfui. J'ai fixé l'orchidée blanche sur mon comptoir. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était un mensonge énorme et laid. Les gens pleuraient, Avery, a dit Lauren. Madame Higgins est venue me voir après. Elle m'a donné $20. Elle m'a dit d'essayer de te trouver. Elle a dit de t'acheter un repas chaud. J'ai fermé les yeux. Je pouvais voir la scène parfaitement. Ma mère Diane dans sa tenue du dimanche, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mon père, Mark, l'air stoïque et le cœur brisé, secouant la tête. Brooke, tenant la main de sa mère, ressemblant à la fille parfaite et solidaire. Ils étaient les victimes. J'étais la tragédie. Ils m'ont jeté dehors, ai-je dit à Lauren. Ma voix était plate. Papa m'a dit d'aller vivre dans la rue. Il m'a mise à la porte. Je ne me suis pas enfui. Je sais, a dit Lauren. Je sais qu'ils mentent, mais Avery, pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? J'ai regardé autour de mon appartement. J'ai regardé l'art sur les murs. J'ai regardé la vue de la ville que j'avais conquise. Parce que c'est plus facile, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je réussis, alors ils avaient tort à mon sujet, ai-je expliqué.
Si je m'en sors bien, alors leur traitement envers moi est cruel. Mais si je suis une ratée, si je suis sans abri et folle, alors ce sont des saints. Ce sont les parents qui souffrent depuis longtemps en essayant de sauver leur fille brisée. Ça colle à leur histoire. C'est malsain, a chuchoté Lorraine. Ils ruinent ta réputation. Les gens en ville parlent. Ils pensent que tu es une junkie. Laisse-les parler, ai-je dit. Avery, tu devrais revenir. Tu devrais leur montrer. Arrive dans une belle voiture. Montre-leur ton compte en banque. Fais-les passer pour des menteurs. J'y ai pensé. Ce serait satisfaisant. Je pourrais descendre là-bas en hélicoptère. Je pourrais acheter l'église. Je pourrais les humilier instantanément. Mais je me suis souvenu de l'expression sur le visage de mon père, le pur mépris. Non, ai-je dit. Pas encore. Ils ne veulent pas savoir la vérité, a dit Lorraine doucement. J'ai essayé de dire à ta mère une fois que tu t'en sortais bien avec les ordinateurs. Elle m'a coupé. Elle a dit, Avery joue juste à des jeux toute la journée. Ils ne veulent pas que tu réussisses. Je sais. Et c'est à ce moment-là que tout a changé pour moi. Avant cet appel téléphonique, je pensais que mes parents étaient juste méchants. Je pensais qu'ils étaient égoïstes. Je pensais qu'ils préféraient juste Brooke parce qu'elle était plus jolie et plus bruyante. Mais c'était différent. C'était de la malveillance active. Ils ne m'ignoraient pas simplement. Ils me détruisaient. Ils utilisaient mon nom, ma réputation pour se construire une scène. Ils se nourrissaient de mon échec imaginaire pour obtenir la sympathie de leurs amis. Ils avaient besoin que je sois au fond du gouffre pour pouvoir se sentir grand. Avery ? A demandé Lorraine. Tu es toujours là ? Je suis là, ai-je dit. Je me suis dirigé vers mon bureau. Je me suis assise dans ma chaise. J'ai réveillé mon ordinateur. Les écrans se sont allumés. Des lignes de code défilaient sur un moniteur. Mon tableau de bord financier était sur l'autre. Garde les $20, Lorraine, ai-je dit. Achète-toi un déjeuner. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais travailler, ai-je dit. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis assise dans le silence de mon penthouse. Je ne me sentais plus triste. La blessure avait disparu. Elle avait été remplacée par une clarté froide et dure. Ils m'avaient déclarée morte au monde. Ils avaient enterré Avery Collins, la fille. Très bien. S'ils voulaient une étrangère, ils en auraient une, mais ils n'auraient pas une junkie sans abri. Ils auraient quelque chose de bien plus dangereux. J'ai pris une gorgée de mon café. Il avait refroidi, mais je l'ai bu quand même. J'ai réalisé alors que mes parents n'étaient pas simplement mal informés. Ils étaient investis dans mon échec. Ils avaient parié tout leur statut social sur le fait que j'étais une perdante. Je me suis adossé à ma chaise. Vous voulez une tragédie ? Ai-je chuchoté à la pièce vide. Je vais vous donner une tragédie, mais ce ne sera pas la mienne. Je ne le savais pas encore, mais la guerre avait déjà commencé, et le premier coup de feu était sur le point d'arriver dans ma boîte de réception. Le mensonge à l'église n'était que la fumée. Le feu venait d'un cabinet d'avocats à Portland, et il allait tout brûler. 2 jours après avoir parlé avec Lorraine, j'étais assise dans mon bureau à domicile. C'était un mardi matin. Le ciel au-dessus de Seattle était gris et lourd de pluie. J'aime les jours comme ça. Ils m'aident à me concentrer. Je révisais le code pour une nouvelle mise à jour sur ma plateforme. Mes doigts bougeaient rapidement sur le clavier. Le cliquetis rythmé était apaisant. C'était mon refuge. Dans le code, tout avait du sens. S'il y avait une erreur, on la trouvait. On la corrigeait et ça marchait. La vraie vie n'était pas comme ça. Les familles n'étaient pas comme ça. J'ai fait une pause pour vérifier mon email personnel. D'habitude, je ne recevais que du courrier indésirable là-bas, des publicités pour des chaussures dont je n'avais pas besoin ou des newsletters que je ne lisais pas. Mais il y avait un email en haut de la boîte de réception qui m'a fait marquer une pause. Objet, urgent. Confirmation du garant requise. Prêt numéro 89 204 de Pacific Ridge Capital. J'ai fixé la ligne d'objet. Je n'avais pas demandé de prêt. Je n'avais pas besoin de prêt.
J'avais assez d'argent à la banque pour acheter la banque. J'ai supposé que c'était une arnaque. J'ai failli cliquer sur supprimer, mais quelque chose m'a arrêté. Le nom, Pacific Ridge Capital, me semblait familier. C'était un prêteur de taille moyenne basé à Portland. J'ai ouvert l'email. Chère Mademoiselle Collins. Ceci est une notification finale concernant le prêt commercial pour la boutique Gilded Lily. En tant que co-signataire et garante, vous êtes tenu d'accuser réception du nouvel échéancier de remboursement. L'emprunteur principal a manqué 2 paiements consécutifs. Veuillez consulter le document ci-joint immédiatement. Cordialement. Agent de prêt David H. J'ai senti une goutte de sueur froide glisser dans mon dos. La boutique Gilded Lily. C'était le magasin de Brooke. C'était l'entreprise dans laquelle mes parents avaient versé des milliers de dollars. J'ai cliqué sur la pièce jointe. Ma main tremblait légèrement. Le document s'est ouvert sur mon grand écran. C'était un contrat de prêt standard. Le montant était en haut en lettres grasses. 400 000 $. J'ai fait défiler vers le bas. J'ai vu le nom de l'emprunteur, Brooke Mary Collins. Puis j'ai fait défiler jusqu'au bas de la page. Il y avait 2 lignes de signature. La première était signée par Brooke. Sa signature était grande et bouclée, tout comme sa personnalité. La deuxième ligne était étiquetée garant un co-signataire, Avery Collins, et il y avait une signature. Je me suis penché plus près de l'écran. J'ai arrêté de respirer. C'était mon nom. Ça ressemblait à mon écriture, mais ce n'était pas ma signature. Le « A » était trop pointu. Le « I » ne bouclait pas de la bonne façon. C'était une contrefaçon. Je me suis reculé dans ma chaise, ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Mon esprit s'emballait. Comment avait-il fait ça? Pour co-signer un prêt, il faut des informations personnelles. Il faut un numéro de sécurité sociale. Il faut une date de naissance. Mes parents avaient tout ça. Ils avaient mes anciennes déclarations d'impôts de quand j'étais au lycée. Ils avaient mon certificat de naissance dans leur coffre. Ils avaient utilisé mon identité. J'ai lu la date sur le document. Il avait été signé il y a 6 mois. La réalisation m'a frappé de plein fouet. Il y a 6 mois, je leur rendais visite pour Pâques. Je me souvenais de ce voyage. Mon père avait été étonnamment gentil avec moi. Il m'avait posé des questions sur mes petits boulots informatiques. Il avait demandé si j'avais un bon crédit. Je paie mes factures, papa, avais-je dit. Bien, bien, responsable, avait-il hoché la tête. Il n'était pas un père fier. Il faisait du repérage. Il vérifiait si mon score de crédit était assez propre pour être utilisé. Il savait que Brooke ne pouvait pas obtenir de prêt. Son crédit était ruiné par son dernier échec commercial. Mes parents étaient probablement à sec. Ils avaient hypothéqué leur maison à la limite, alors ils ont utilisé la roue de secours. Ils m'ont utilisé. Mais voici le rebondissement qui m'a donné la nausée. À Thanksgiving, mon père m'a dit d'aller vivre dans la rue. Il m'a traité de raté. Il a dit à l'église que j'étais sans abri. Pourtant, secrètement, il avait attaché mon nom à une dette de 400 000 $. Si Brooke faisait défaut sur ce prêt, et elle manquait déjà des paiements, la banque ne s'en prendrait pas seulement à elle. Il viendrait après moi. Si j'étais vraiment une pauvre freelance, cela me détruirait. Cela ruinerait mon crédit pour toujours. Cela rendrait impossible pour moi de louer un appartement ou d'acheter une voiture. Cela m'enterrerait, et ils s'en fichaient. Ils étaient prêts à sacrifier mon avenir financier juste pour donner à Brooke 6 mois de plus à jouer à la chef d'entreprise. Je me suis levé. Je suis allé à la fenêtre. J'ai appuyé mon front contre la vitre fraîche. Je n'étais pas seulement le mouton noir. J'étais l'agneau sacrificiel. Ils ne m'ont pas seulement jeté. Ils m'ont exploité. Ils m'ont volé. J'ai regardé la ville en bas. La pluie tombait plus fort maintenant. J'ai pensé à les appeler. J'ai imaginé crier sur mon père, « Comment as-tu pu? Je suis ta fille. » Mais je savais ce qu'il dirait. Il me manipulerait. Il dirait, « J'ai accepté. » Il dirait, « J'ai simplement oublié. » Ou il dirait, «
tu n'as pas d'argent de toute façon, Avery. Qu'est-ce que ton score de crédit importe? Tu ne fais rien de ta vie. Aide ta sœur. Il me voyait comme une ressource à consommer, pas comme une personne à aimer. Je suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas fermé le document. Je l'ai enregistré. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur. J'ai cherché Pacific Ridge Capital. J'ai trouvé le nom du PDG. J'ai trouvé le conseil d'administration. Puis j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé mes parents. J'ai appelé la seule personne qui pouvait vraiment m'aider. Ryan, ai-je dit quand il a répondu. J'ai besoin que tu viennes maintenant. Est-ce que tout va bien, Avery? A demandé Ryan grave. C'était mon avocat, mais c'était aussi mon ami. Il était la seule personne sur ma liste de paix qui connaissait toute l'histoire de ma famille. Non, ai-je dit. Ma famille vient de déclarer la guerre, et ils ont falsifié ma signature pour le faire. Ryan Grave est arrivé 40 minutes plus tard. Il portait un costume gris élégant. Il portait une mallette en cuir. Il semblait déplacé dans mon salon confortable, mais sa présence me faisait me sentir plus en sécurité. Je ne lui ai pas offert de café. J'ai juste pointé l'écran de l'ordinateur. Regarde ça, ai-je dit. Ryan s'est assis. Il a mis ses lunettes de lecture. Il a lu l'email. Puis il a étudié le document. Il a zoomé sur la signature. Il est resté silencieux pendant un long moment. Le seul son était la pluie frappant les fenêtres. Finalement, il a enlevé ses lunettes et s'est tourné vers moi. Son visage était grave. C'est de la fraude, Avery, a-t-il dit. Purement et simplement. Faux au premier degré, usurpation d'identité. Si nous signalons cela à la police, ton père et ta sœur pourraient aller en prison. Je sais, ai-je dit. J'étais assise sur le canapé, serrant un oreiller contre ma poitrine. Ils ont manqué de paiement. La banque me cherche. Ça empire, a dit Ryan. Il a tapoté l'écran. Regarde la garantie. Je n'avais pas regardé de si près. Je me suis approché et j'ai regardé où il pointait. Garantie, la résidence de la famille Collins, deuxième privilège. Mes parents avaient mis leur maison en garantie pour ce prêt aussi. Mais la banque exigeait un garant parce que la maison était déjà hypothéquée. Ils avaient besoin d'une deuxième personne pour sécuriser l'affaire. Ils sont désespérés, a dit Ryan. Ce n'était pas une erreur bâclée. C'était stratégique. Ils avaient besoin d'un nom propre pour faire passer le prêt. Ils ont utilisé le tien parce qu'ils pensaient que tu ne le découvrirais jamais. Ils pensaient que j'étais trop pauvre pour le remarquer? Ai-je demandé. Non, Ryan a secoué la tête. Ils pensaient que tu étais trop impuissante pour riposter. Ils ont supposé que si le prêt tournait mal, tu te laisserais faire. Tu es la calme, n'est-ce pas? Celle qui encaisse les coups. Il m'a regardé. Ils ont misé sur ton silence, Avery. J'ai fixé la fausse signature à l'écran. C'était une caricature de moi. C'était un symbole du peu de respect qu'ils avaient pour moi. Pendant un moment, j'ai ressenti une vague de vieux chagrin. Je voulais être la petite fille qui voulait juste que son papa regarde son livre d'informatique. Je voulais demander, pourquoi ne m'aimez-vous pas? Mais le sentiment est passé. Il a été remplacé par autre chose. C'était une sensation froide et dure. Ça ressemblait à de l'eau glacée dans mes veines. C'était de la clarté. Pendant des années, j'avais été confuse. Je m'étais demandé si j'étais le problème. Peut-être que j'étais trop bizarre. Peut-être que j'étais trop distante. Peut-être que je méritais leur traitement. Mais ce document prouvait que j'avais tort. Ce n'était pas une question de personnalité. C'était une question de prédation. Ils étaient des prédateurs. J'étais une proie. Ryan, ai-je dit. Ma voix semblait différente. Elle était plus profonde, plus stable. Oui. Je ne veux pas les envoyer en prison, ai-je dit. Ryan a froncé les sourcils. Avery, ils ont commis un crime contre toi. Tu as tous les droits. Je sais, mais la prison est trop facile. S'ils vont en prison, ils redeviennent des victimes.
Ils diront à tout le monde que j'ai envoyé mes propres parents âgés en prison. L'Église aura pitié d'eux. Je serai la méchante. Je me suis levé et j'ai marché vers l'îlot de cuisine. Je me suis versé un verre d'eau. Je ne veux pas les punir avec la loi, ai-je dit. Je veux parler leur langue. Quelle langue est-ce? A demandé Ryan. L'argent, ai-je dit. Et le pouvoir. Je me suis tourné pour lui faire face. Ryan, que se passe-t-il si la banque exige le remboursement du prêt? Eh bien, a dit Ryan en se penchant en arrière. Comme les paiements sont manqués, le prêt est en défaut. La banque peut exiger la totalité des 400 000 $ immédiatement. Si les emprunteurs ne peuvent pas payer, la banque saisit la garantie, la boutique et la maison. Correct, ai-je dit. Et en tant que garante, je suis techniquement responsable de la dette. Techniquement, oui. Mais comme c'est une falsification, nous pouvons prouver que tu ne le es pas. Non, ai-je dit. Je ne veux pas prouver que c'est une falsification. Pas encore. Ryan avait l'air confus. Je ne suis pas. Je suis retourné vers la fenêtre. Les nuages se dispersaient. Un rayon de soleil frappait l'eau dans la baie. Je veux acheter la dette, ai-je dit. Ryan s'est figé. Pardon? Je veux acheter le prêt de Pacific Ridge Capital, ai-je dit. J'ai 25 millions de dollars d'actifs liquides, Ryan. Je peux faire un chèque de 400 000 $ aujourd'hui et ne même pas le sentir. Les yeux de Ryan se sont écarquillés. Il a commencé à sourire. Il a vu où je voulais en venir. Si tu achètes la dette, a dit Ryan lentement, tu deviens le prêteur. Exactement, ai-je dit. Je deviens la banque. Je suis retourné au bureau et j'ai regardé la fausse signature une dernière fois. Ils voulaient utiliser mon nom, ai-je dit doucement. Très bien, ils peuvent l'avoir. Mais ils vont avoir affaire à la vraie Avery Collins maintenant, pas à la fille qu'ils ont mise à la porte. La femme d'affaires qu'ils n'ont jamais pris la peine de rencontrer. Si tu fais ça, a averti Ryan, tu détiens l'acte de propriété de leur maison. Tu détiens les clés de la boutique de Brooke. Tu les possèdes, Avery. Ils m'ont dit d'aller vivre dans la rue, ai-je dit. Ils ont essayé de ruiner mon crédit. Ils ont volé mon identité. J'ai regardé Ryan. Organise la réunion avec Pacific Ridge, ai-je ordonné. Fais-le discrètement. Utilise ma société holding. Je veux posséder cette dette d'ici la fin de la semaine. Ryan a fermé sa mallette. Il s'est levé. Il avait l'air impressionné. Tu n'es plus brisé, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je ne suis pas brisé. Je suis la patronne. Je l'ai regardé partir. Je me suis assise seule dans mon penthouse. La tristesse avait disparu. La confusion avait disparu. Mes parents avaient passé 30 ans à essayer de me rendre petite. Ils avaient essayé de m'effacer. Maintenant, j'allais devenir la plus grande chose de leur vie, et ils ne me verraient même pas venir jusqu'à ce que je sois assise en bout de table. Les 2 semaines suivantes ont été un flou de paperasse et de manœuvres de pouvoir silencieuses. Ryan Grave, mon avocat, était un requin. Il a contacté Pacific Ridge Capital dès le lendemain matin. Il ne leur a pas dit qui j'étais. Il s'est simplement présenté comme un représentant de Granite Holdings LLC, ma société d'investissement privé. Les banques se fichent des drames familiaux. Elles se soucient du risque. Et en ce moment, le prêt Collins était un actif toxique. Brooke n'avait pas payé depuis 3 mois. La banque craignait de devoir dépenser de l'argent en avocat pour saisir la maison. Il voulait une porte de sortie. Quand Ryan a proposé d'acheter le prêt pour sa valeur totale, en espèces, transfert immédiat, les dirigeants de la banque ont pratiquement trébuché sur eux-mêmes pour dire oui. J'ai signé les papiers un jeudi pluvieux. J'étais assise dans la salle de conférence élégante de Ryan, tenant un stylo qui coûtait plus cher que ma première voiture. J'ai regardé le document « Cession de créances ». Avec une signature, la transformation était complète. Je n'étais plus Avery la fille. Je n'étais plus Avery la ratée. J'étais le prêteur. Je possédais la dette, ce qui signifiait que je possédais effectivement le levier sur la maison de mes parents et la boutique de Brooke. C'est fait,
a dit Ryan en faisant glisser le dossier sur la table en acajou. Le transfert est enregistré. À partir de ce moment, Mark et Diane Collins vous doivent 400 000 $ plus les intérêts. J'ai touché le dossier. Le papier était frais et lisse. Le savent-ils? Ai-je demandé. Pas encore, a dit Ryan. Légalement, nous devons les informer dans les 30 jours que la dette a été vendue. Mais nous ne sommes pas obligés de leur dire qui est derrière Granite Holdings. Bien, ai-je dit. Je veux leur dire moi-même. J'ai passé les jours suivants à me préparer. Je n'allais pas simplement envoyer une lettre. C'était trop impersonnel. Je voulais voir leur visage. Je voulais voir le moment où la vérité les frapperait. Ce n'était pas une question de vengeance, me suis-je dit. C'était une question de protection. Si je ne les arrêtais pas maintenant, ils continueraient à faire ça. Ils falsifieraient mon nom à nouveau. Ils me saigneraient à blanc tout en riant au country club. Je construisais un mur très coûteux et très légal. Mais j'avais besoin d'un moyen de les réunir dans une pièce. Ils ne rencontreraient pas Avery, la déception sans abri. Ils ne répondraient pas à mes appels. J'avais besoin d'un cheval de Troie. J'ai pensé à Ellie Ward. Ellie était un vieil ami de la famille. C'était le copain de golf de mon père et le commère de la ville. C'était aussi un peu un lâche. Il détestait les conflits, mais il aimait être important. Si mes parents paniquaient à propos de la banque, ils en parleraient à Ellie. Ryan, ai-je dit, c'est l'heure de la phase 2. J'ai besoin que tu leur fasses un peu peur. Comment? Envoie un avis formel de défaut à la maison. Utilise l'entête de Granite Holdings. Rends-le terrifiant. Exige le paiement intégral sous 7 jours ou fais face à une saisie immédiate. Ryan a souri. Cela attirera certainement leur attention. Et ensuite, ai-je dit, j'attends que le téléphone sonne. Cela a pris exactement 24 heures. J'étais dans ma cuisine en train de faire un sandwich quand mon téléphone a vibré. Ce n'étaient pas mes parents. C'était Ellie Ward. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. J'ai pris ma voix de fille fatiguée et vaincue. Allô? Ellie? Avery. Ellie semblait essoufflée. Oh, Dieu merci, tu as répondu. Je te cherchais. Ta mère a dit que tu étais. Eh bien, injoignable. Je suis dans le coin, ai-je dit vaguement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mauvais, Avery. C'est vraiment mauvais. Il a baissé la voix pour chuchoter. Tes parents, ils ont des problèmes. De gros problèmes financiers. Oh, ai-je dit. J'ai pris une bouchée de mon sandwich. Que s'est-il passé? Une société d'investissement a racheté leur prêt, a dit Ellie. Granite quelque chose. Ils ont envoyé une lettre hier. Ils veulent tout l'argent, Avery. 400 000 $ d'ici la semaine prochaine où ils prennent la maison. Ça a l'air sérieux, ai-je dit calmement. Sérieux? C'est un désastre. Mark s'effondre. Diane n'arrête pas de pleurer. Brooke est. Eh bien, Brooke blâme l'économie. Bien sûr qu'elle le faisait. Brooke ne se blâmait jamais. Pourquoi m'appelles-tu, Ellie? Ai-je demandé. Tu sais qu'ils m'ont mise à la porte. Je sais, a bégayé Ellie. Mais ils sont désespérés. Ils ont besoin de la famille. Ils ont besoin de soutien. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer. En fait, ai-je dit lentement. Je connais peut-être quelqu'un qui peut t'aider. Vraiment? A demandé Ellie, surpris. Mais. Eh bien, Avery, sans vouloir t'offenser, tu n'as pas d'argent. Je n'en ai pas, ai-je menti. Mais j'ai un ami, un riche investisseur. Il se spécialise dans les dettes en difficulté. Il aide les gens à sauver leur maison. Vraiment? Ellie semblait plein d'espoir. Qui est-ce? Il s'appelle Ryan, ai-je dit. Je peux organiser une réunion, mais ils doivent le rencontrer en personne et je dois être là. Oh, je ne sais pas si Mark voudra te voir. Alors ils perdent la maison, ai-je dit simplement. C'est leur choix, Ellie. Une réunion avec mon ami ou l'expulsion.
Ellie a promis de les appeler immédiatement. 10 minutes plus tard, il a rappelé. Ils ont accepté, a-t-il dit. Ils sont terrifiés, Avery. Ils rencontreront n'importe qui. Super, ai-je dit. Dis-leur de nous retrouver au Bellevue House à Seattle. Vendredi soir, 19h. La salle à manger privée. Le Bellevue House? A halté Ellie. C'est le restaurant le plus cher de la ville. Mon ami aime la bonne nourriture, ai-je dit. Dis-leur de ne pas être en retard. J'ai raccroché. Je me tenais là dans ma cuisine de Penthouse, le cœur battant. C'était réglé. Vendredi soir. Je suis allé dans mon placard. J'ai écarté les sweats à capuche gris et les jeans usés que je portais habituellement avec ma famille. J'ai fouillé au fond où je gardais mes vrais vêtements. J'ai sorti une robe noire. Elle était simple, nette et parfaitement taillée. J'ai sorti une paire de talons qui coûtaient $1000. Je me suis regardé dans le miroir. Pendant 32 ans, j'avais été la fille invisible, la calme, le paillasson. Vendredi, cette fille restait à la maison. La femme qui entrerait dans ce restaurant serait quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. Elle était puissante. Elle était riche. Et elle détenait l'acte de propriété de leur vie dans son sac à main. Parfait, ai-je chuchoté. J'ai composé le numéro de Ryan une dernière fois. C'est parti, ai-je dit. Vendredi à 19h. Apporte le dossier. Et Ryan? Ouais. Ne sois pas gentil. Ryan a gloussé. Je n'y songerai même pas. J'ai regardé les lumières de la ville. La pluie s'était arrêtée. Le ciel était clair. Ils pensaient que le prêteur venait pour eux. Ils avaient raison. Ils ne savaient simplement pas que le prêteur était assis à leur table à manger depuis 30 ans, attendant d'être vu. La salle à manger privée du Bellevue House était silencieuse. C'était une pièce faite pour le pouvoir. Les murs étaient lambrissés de bois sombre. Un lustre en cristal pendait au-dessus de la table. La vue donnait sur les eaux sombres du Puget Sound. J'étais assise en bout de table. Je ne portais pas mon sweat à capuche gris habituel. Je portais la robe noire. Mes cheveux étaient lisses et raides. Je portais des clous d'oreilles en diamant, des vrais. Mon maquillage était net. Ryan était assis à ma droite. Il avait un dossier juridique épais devant lui. Nous attendions. Ils ont 5 minutes de retard, Ryan a vérifié sa montre. Jeu de pouvoir typique. Ils ne jouent pas au pouvoir, ai-je dit, fixant les chaises vides. Ils sont juste désorganisés. Ils sont paniqués. À 19h08, les lourdes portes en chêne se sont ouvertes. Le serveur s'est écarté. La famille Collins, a-t-il annoncé. Mon père, Mark, est entré en premier. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses épaules étaient voûtées. Son costume semblait légèrement froissé, ce qui était rare pour lui. Ma mère, Diane, a suivi. Elle serrait son sac à main de créateur comme un bouclier. Ses yeux parcouraient la pièce, évaluant la richesse, essayant de voir si quelqu'un d'important regardait. Brooke est entrée en dernier. Elle avait l'air agacée. Elle tapait sur son téléphone, levant à peine les yeux. Ils se sont arrêtés quand ils m'ont vu. Ils n'ont pas vu l'investisseur. Ils n'ont pas vu l'ami. Ils ont juste vu Avery. Le visage de mon père est devenu rouge. Il n'a pas regardé ma robe. Il n'a pas regardé le cadre coûteux. Il m'a juste regardé avec cette déception familière. Avery, a-t-il aboyé. Qu'est-ce que tu fais assise là? Lève-toi. Il a regardé autour de la pièce. Où est cet ami investisseur à toi? Ellie a dit qu'il serait là. Ne me dis pas que tu as tout gâché. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas levé pour les saluer. Je n'ai pas souri. Asseyez-vous, ai-je dit. Ma voix était calme, mais elle a porté à travers la pièce. Ma mère a froncé les sourcils. Pardon? Ne prends pas ce ton avec nous. Nous sommes très stressés. J'ai dit, asseyez-vous, ai-je répété. J'ai désigné les 3 chaises vides en face de moi. Brooke a enfin levé les yeux de son téléphone.
Elle a regardé ma robe. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a reconnu la marque. C'était une marque qu'elle ne pouvait pas se permettre. Une expression de confusion a traversé son visage. « Papa, assieds-toi juste », a chuchoté Brooke. Finissons en. À contre-cœur, ils ont tiré les chaises et se sont assis. Mon père m'a fusillé du regard. « Bien », a-t-il dit. « Nous sommes assis maintenant. » Où est M? Grave? Ellie a dit qu'il s'appelait Ryan Grave, ai-je dit. Nous avons une affaire financière sérieuse à discuter. Avery, ce n'est pas une heure sociale. Nous n'avons pas le temps pour tes petits jeux. Ryan s'est raclé la gorge. Je suis Ryan Grave, a-t-il dit. Mon père a regardé Ryan, puis moi. Il a poussé un soupir de soulagement. Il m'a ignoré complètement et a tourné son corps vers Ryan. M. Grave, a dit mon père, affichant son faux sourire d'homme d'affaires. Merci de nous rencontrer. Je m'excuse pour ma fille. Je ne sais pas pourquoi elle est assise en bout de table. Elle a l'habitude de s'insérer là où elle n'a pas sa place. Ryan n'a pas souri en retour. Il a gardé ses mains jointes sur le dossier. Elle est assise en bout de table, M. Collins, parce qu'elle est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ma mère a ri nerveusement. Oh, Avery n'a pas d'argent, M. Grave. Elle est. Eh bien, elle a du mal. Nous sommes en fait ici pour discuter d'un prêt de Granite Holdings. Je sais, a dit Ryan. Je représente Granite Holdings. Excellent, a dit mon père. Alors vous savez qu'il y a eu un malentendu. Nous sommes prêts à restructurer la dette. Nous avons juste besoin d'un peu de temps. Il n'y a pas de malentendu, a dit Ryan. Il a ouvert le dossier. Il a sorti une seule feuille de papier. C'était le document de cession de créances. Granite Holdings a acheté votre dette à Pacific Ridge Capital il y a 3 jours, a expliqué Ryan. Cela signifie que vous ne devez plus rien à la banque. Vous devez à Granite Holdings. D'accord, a dit mon père, transpirant légèrement. Donc, nous payons Granite Holdings. Quel est le problème? Ryan s'est tourné vers moi. Je me suis penché en avant. J'ai posé mes mains sur la table. Je suis Granite Holdings, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cave à vin. Mon père a cligné des yeux. Quoi? Je possède l'entreprise, ai-je dit. Et j'ai acheté votre dette. Je suis votre prêteur. La bouche de ma mère s'est ouverte. Elle a regardé de moi à Ryan, puis de nouveau à moi. Elle a regardé les diamants à mes oreilles. Elle a regardé la confiance dans ma posture. L'image qu'elle avait de moi, la fille ratée et sans abri, volait en éclats en temps réel. C'est impossible, a chuchoté ma mère. Tu répares des ordinateurs. Je possède une plateforme logicielle mondiale, les jeux corrigés. J'ai gagné 25 millions de dollars l'année dernière, et il y a 3 jours, j'ai fait un chèque de 400 000 dollars pour acheter votre mauvais prêt. Brooke a halté. 25 millions? Mon père a commencé à trembler. Il n'était pas content. Il était en colère. Il se sentait piégé. Est-ce une blague? Il a claqué sa main sur la table. Tu as acheté notre dette? Pourquoi? Pour nous humilier? Non, ai-je dit. Pour me protéger. J'ai fait un signe de tête à Ryan. Ryan a sorti le deuxième document. La falsification. Il l'a fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'il repose juste devant mon père. Nous sommes au courant pour la signature, Marc, ai-je dit. Mon père a baissé les yeux. La couleur a quitté son visage. Il avait l'air d'aller être malade. Vous avez falsifié mon nom, ai-je dit. Ma voix était basse et dure. Vous avez utilisé mon identité pour garantir un prêt pour l'entreprise défaillante de Brooke. Vous avez volé mon historique de crédit parce que le vôtre était à sec. C'était juste une formalité, a bafouillé mon père. Nous allions rembourser. Tu n'aurais même pas su. Mais vous n'avez pas remboursé, ai-je dit. Vous avez fait défaut.
Et parce que vous avez utilisé mon nom, la banque venait me chercher. Vous étiez prêt à ruiner mon avenir financier pour sauver la face. J'ai regardé ma mère. Elle regardait ses genoux, triturant ses ongles. Tu as dit à l'église que j'étais sans abri, lui ai-je dit. Tu as demandé des prières. Tu as pleuré. Elle n'a pas levé les yeux. Pendant ce temps, ai-je continué, vous utilisiez secrètement mon nom comme béquille financière. Vous m'avez mise à la porte de la maison, m'avez dit d'aller vivre dans la rue, tout en vous tenant sur mes épaules. Nous avons fait ce que nous devions faire pour la famille. A crié Brooke soudainement. Elle avait les larmes aux yeux. Tu as tout cet argent et tu ne m'aides jamais. Tu m'as regardé galérer. Je t'ai regardé gaspiller de l'argent, ai-je dit. Je t'ai regardé prendre des vacances que tu ne pouvais pas te permettre. Je t'ai regardé louer des voitures que tu ne pouvais pas payer. Ce n'est pas galérer, Brooke. C'est jouer. Tu es égoïste. A-t-elle crié. Je suis la seule à cette table qui paie ses propres factures, ai-je dit. Ryan s'est raclé la gorge à nouveau. Il était l'arbitre. Voici la situation, a dit Ryan froidement. Mademoiselle Collins Avril possède maintenant le billet. Le billet est en défaut. Le montant total est dû immédiatement. 412 000 $ incluant les frais et les intérêts. Il a regardé mon père. Pouvez-vous faire un chèque de ce montant ce soir, Marc? Mon père a fixé la table. Il avait l'air petit. L'arrogance avait disparu. Non, a-t-il chuchoté. Alors nous avons un problème, a dit Ryan. Parce que la garantie de ce prêt est votre maison et le magasin de Brooke. Ma mère a laissé échapper un sanglot. Tu vas nous expulser? Tes propres parents? À Noël? Je ne t'ai pas fait signer ce papier, Diane, ai-je dit. Tu l'as fait. Tu as parié ta maison sur un mensonge. Et tu as perdu. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai pris une gorgée d'eau. Je les ai regardés paniquer. Pendant des années, j'avais été terrifié par ces gens. J'avais eu peur de leur jugement. J'avais eu peur de leur rejet. Maintenant, en les regardant, je réalisais qu'ils n'étaient que des gens de mauvaises personnes, des gens faibles. Et j'avais toutes les cartes en main. Le serveur est entré pour verser de l'eau. La tension dans la pièce était si épaisse qu'il a versé rapidement et s'est pratiquement enfui en courant. Mon père a desserré sa cravate. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Il ne regardait pas sa fille. Il regardait un créancier. Que veux-tu, Avery? A-t-il demandé. Sa voix était rauque. Des excuses? C'est ça? Très bien. Je suis désolé. Nous n'aurions pas dû signer ton nom. C'était mal. Nous étions désespérés. Ce n'était pas du désespoir, ai-je dit. C'était de l'arrogance. Vous pensiez que je ne comptais pas. D'accord, nous avions tort. A-t-il claqué. Que veux-tu? Tu veux nous voir à la rue? C'est ta vengeance? Tu veux nous faire ce que je t'ai dit? Je ne suis pas toi, papa, ai-je dit. Je ne jette pas la famille. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Alors, tu vas annuler la dette? Non, ai-je dit instantanément. Je ne suis pas une idiote non plus. J'ai regardé Ryan. Il a ouvert le dernier dossier. Nous avons préparé une solution, a dit Ryan. C'est une solution généreuse compte tenu de la fraude criminelle que vous avez commise. Mon père a tressailli au mot criminel. Option A, a dit Ryan, Avery saisi. Nous signalons la fraude aux autorités pour nettoyer son rapport de crédit. Vous perdez la maison, le magasin, et faites probablement face à des accusations criminelles. Nous prenons tout. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Non, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas aller en prison. Que penseraient les gens? Toujours ce que les gens penseraient, même maintenant. Option B, a continué Ryan. Vous vendez la maison et le magasin à Avery aujourd'hui. Pour le montant exact de la dette. Vendre? A demandé mon père. Mais c'est notre maison. Elle vaut plus de 400 000 $. Pas à une vente aux enchères de saisie.
Non, a dit Ryan sèchement. Et pas quand vous prenez en compte les frais juridiques pour votre défense. Ryan a fait glisser un contrat sur la table. Vous signez l'acte de propriété à Avery. La dette est effacée. Pas de police, pas de prison, pas de scandale public. Mais où vivrons-nous? A demandé ma mère, la voix tremblante. Vous pouvez rester, ai-je dit. Ils m'ont regardé, confus. Je vous relouerai la maison, ai-je dit. Vous pourrez y vivre. Vous pourrez garder vos meubles. Vous pourrez garder votre statut dans le quartier. Personne n'a besoin de savoir que vous l'avez vendu. Mon père a plissé les yeux. Nous serions locataires? Oui, ai-je dit. Et tu serais notre propriétaire? Oui, Marc. Ma mère a chuchoté, nous devons le faire. Nous ne pouvons pas perdre la maison. Mon père a regardé le contrat. Ses mains tremblaient. L'humiliation le rongeait vivant. Il avait passé sa vie à agir comme le roi de son château. Maintenant, il paierait un loyer à la fille qu'il traitait de ratée. Et le magasin? A demandé Brooke. Et ma boutique? Je possède ça aussi, ai-je dit. Je le ferme. Quoi? Brooke s'est levé. Tu ne peux pas. C'est ma carrière. C'est un gouffre financier, Brooke, ai-je dit calmement. Il perd $10 000 par mois. Je ne garde pas une entreprise en faillite ouverte. Je vendrai l'inventaire pour payer les intérêts restants. Tu peux trouver un travail. Je n'arrive pas à te croire, a sifflé Brooke. Tu ruines ma vie. Je te sauve de la faillite, ai-je dit. De rien. Brooke s'est effondrée sur sa chaise. Elle a regardé ses parents, attendant qu'ils la défendent, mais ils ne pouvaient pas. Ils se noyaient. Mon père a pris le stylo. Il l'a tenu au-dessus du papier. Tu ferais de nous des locataires dans notre propre maison, a-t-il chuchoté. C'est cruel, Avery. Non, papa, ai-je répondu. La cruauté, c'est de dire à son enfant d'aller vivre dans la rue à Thanksgiving. La cruauté, c'est de falsifier son nom. Ça, c'est du business. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous vous êtes fait locataire au moment où vous avez signé mon nom. Je ne fais que l'officialiser. Il m'a fixé un long moment. Il n'a vu aucune hésitation. Il a signé. Il a poussé le papier vers ma mère. Elle l'a signé à travers ses larmes. Elle ne pleurait pas parce qu'elle se sentait coupable. Elle pleurait parce que son illusion de contrôle avait disparu. Ryan a repris les papiers immédiatement. Il a vérifié les signatures. Il m'a fait un signe de tête. C'est fait, a dit Ryan. Je me suis levé. Mes jambes semblaient stables. Mon cœur était calme. Je demanderai à une société de gestion immobilière de vous contacter concernant le contrat de location, ai-je dit. Le loyer sera à la juste valeur marchande. Ne soyez pas en retard. J'ai pris mon sac à main. Avery, a dit ma mère. Elle a levé les yeux vers moi. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps as-tu cet argent? Est-ce que ça compte? Ai-je demandé. Nous aurions pu être une famille, a-t-elle dit. Si nous avions su. Si tu avais su que j'avais de l'argent, tu m'aurais aimé. J'ai fini la phrase pour elle. C'est exactement pour ça que je ne vous l'ai jamais dit. Je les ai regardés une dernière fois. Mon père vaincu, ma mère exposée. Brooke, furieuse. Ils étaient le portrait de gens qui avaient couru après les mauvaises choses toute leur vie. Le dîner est payé, ai-je dit. Bon appétit. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Ryan m'a suivi. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, mais pour la première fois, ils ne me regardaient pas de haut. Ils regardaient vers le haut. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Le valet a amené ma voiture. Pas une location cette fois, mais ma propre voiture. Une voiture de sport électrique noire et élégante. Ryan m'a ouvert la porte. C'était brutal, a-t-il dit doucement. C'était nécessaire, ai-je dit. Comment te sens-tu? J'ai pris une grande inspiration.
J'ai senti l'océan. J'ai senti la pluie. J'ai senti la liberté. Je me sens, ai-je dit, comme si j'avais enfin dit la vérité. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. Je les ai laissés au restaurant avec leur nourriture chère et leur nouvelle réalité. Ils étaient en sécurité. Ils avaient un toit au-dessus de leur tête, mais la dynamique de pouvoir avait changé pour toujours. Ils vivaient sur mon terrain maintenant. Je suis rentré à Seattle cette nuit-là. Le trajet a duré 3 heures, mais cela a semblé durer 5 minutes. Mon esprit était calme. Pour la première fois de ma vie, le bruit constant de la culpabilité et de l'obligation avait disparu. Je suis entré dans le garage souterrain de la tour Prescott. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'aux Pentouzes. Quand les portes se sont ouvertes, mon appartement était exactement comme je l'avais laissé. L'orchidée blanche était toujours sur le comptoir. Les lumières de la ville brillaient toujours à travers les fenêtres, mais l'air semblait différent. Il semblait plus léger. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Ma main était stable. J'ai réalisé que je n'attendais plus un appel téléphonique. Je n'attendais pas que ma mère critique ma vie. Je n'attendais pas que mon père demande de l'argent. Je n'attendais pas que Brooke ait besoin d'être sauvé. J'avais construit un mur et pour la première fois j'étais en sécurité derrière. La nouvelle réalité. Les semaines suivantes ont été une leçon de réalité pour la famille Collins. Ryan s'est occupé de tout. Il était efficace et froid. Il a envoyé le contrat de location pour la maison. Mon père l'a signé et renvoyé dans les 24 heures. Il a inclus le chèque du premier mois de loyer. Ryan m'a dit plus tard que le chèque avait été tiré d'un compte de retraite. Cela a dû leur faire mal de l'écrire, mais ils ont payé. Ils ont payé pour sauver les apparences. Ils ont payé pour rester dans la maison où ils avaient élevé et jeté leur fille. Brooke, c'était une autre histoire. J'ai envoyé une équipe de liquidation à la boutique Gilded Lily. Ils ont emballé les bijoux, les étagères et les meubles. Nous avons vendu l'inventaire à un grossiste. L'argent est allé directement au remboursement des intérêts du prêt. Brooke m'a appelé le jour où le panneau « Fermé » a été posé. « Tu es un monstre », a-t-elle crié sur la messagerie vocale. « J'espère que tu es contente. Je dois travailler dans un café maintenant. » Je ne l'ai pas rappelé. J'ai supprimé le message. Elle avait 30 ans. Travailler dans un café n'était pas une tragédie. C'était un travail. C'était le premier argent honnête qu'elle gagnerait jamais. Je l'aidais en fait, même si elle me détestait pour ça. Entrer dans la lumière. Une semaine plus tard, j'étais assise à mon ordinateur. Je travaillais sur une nouvelle mise à jour pour The Loop. D'habitude, je travaillais dans l'ombre. Je cachais mon nom. J'utilisais un avatar générique. J'ai pensé au dîner au Bellevue House. J'ai pensé à ma mère demandant « Depuis combien de temps as-tu cet argent ?» J'ai réalisé que j'avais caché mon succès pour protéger leurs sentiments. Je ne voulais pas qu'ils se sentent mal. Je ne voulais pas éclipser Brooke. Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je me faire petite pour qu'ils puissent se sentir grands? J'ai ouvert mon profil LinkedIn. Il était vide. Il disait juste « Technicienne freelance ». J'ai cliqué dessus. J'ai supprimé « Technicienne freelance ». J'ai tapé « Fondatrice et PDG, Granite Holdings The Loop ». J'ai téléchargé une photo professionnelle que Ryan avait prise de moi. Puis j'ai posté un lien vers un article sur mon entreprise. L'article estimait la valeur de l'entreprise à plus de 200 millions de dollars. J'ai cliqué sur « Publier ». C'était un petit clic, mais cela a résonné comme un coup de canon. En 1 heure, mon téléphone a commencé à exploser. Des gens du lycée, d'anciens professeurs, des cousins éloignés. OMG Avery. C'est vrai? J'ai vu ta mise à jour. Incroyable. On devrait prendre un café un de ces jours. Je ne leur ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de leur validation. J'avais juste besoin que la vérité soit connue. Je n'étais pas une ratée. J'étais l'architecte. La pièce finale. Noël est arrivé. D'habitude, je descendais à Portland. Je m'asseyais sur le canapé pendant que ma mère faisait des compliments équivoques sur mes cheveux.
Je regardais Brooke ouvrir des cadeaux coûteux payés par la carte de crédit de mon père. Je me sentais invisible. Cette année, je suis resté à Seattle. J'ai commandé de la nourriture thaïlandaise. J'ai porté un pyjama confortable, en cachemire. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la pluie tomber sur la ville. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai fixé l'écran. Je pourrais répondre. Je pourrais entendre sa voix. Elle pleurerait probablement. Elle se plaindrait probablement du chèque de loyer. Elle essaierait de me faire culpabiliser pour que je descende. C'est Noël, Avery. La famille devrait être ensemble. C'est ce qu'elle dirait. Mais la famille ne falsifie pas votre signature. La famille ne vous dit pas d'aller vivre dans la rue. J'ai laissé sonner. C'est allé sur la messagerie. Je n'ai pas écouté le message. J'ai pris une bouchée de mon pad thaï. C'était délicieux. J'ai regardé autour de ma belle maison. J'avais construit ça. Chaque brique, chaque poutre, chaque dollar, c'était à moi. J'ai pensé à la fille que j'étais. La fille qui voulait désespérément montrer à son papa un livre sur les ordinateurs. La fille qui mangeait des nouilles instantanées pour ne pas être un fardeau. Elle était partie maintenant. Je n'étais plus en colère. La colère prend de l'énergie. La haine prend de l'énergie. Je ne les haïssais pas. Je les avais juste dépassés. C'étaient de petites personnes vivant dans un petit monde d'apparence et de mensonges. Je vivais dans le monde réel. Un monde de logique, de travail acharné et de conséquences. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre une dernière fois. En bas, la ville était vivante. Des milliers de personnes, des milliers d'histoires. J'ai chuchoté contre la vitre. Il y a 3 semaines, ils m'ont dit d'aller vivre dans la rue. J'ai regardé mon reflet. Maintenant, ils vivent sur le sol que je possède. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire méchant. C'était un sourire paisible. Et pour la première fois de ma vie, le silence dans la pièce ne semblait pas solitaire. Il ressemblait à la liberté. Abonnez-vous si on vous a déjà dit que vous n'étiez rien et que vous leur avez prouvé le contraire.